Mon frère a poussé mon fils de 10 ans, dans les escaliers raides du sous-sol, à Thanksgiving. Parce qu'il refusait de céder sa place. Ma mère m'a empêché de le rejoindre. Il avait besoin d'apprendre à rester à sa place. 15 minutes plus tard, 2 ambulanciers étaient dans la maison. Tandis qu'un adjoint du shérif prenait mon frère à part, et lui disait, le minuteur en laiton a sonné à 15h47. Et j'ai sorti le plat à rôtir du four de ma mère à 2 mains. La vapeur est montée, et a accroché la lumière au-dessus du plan de travail. La dinde était cuite. Elle était toujours cuite quand ce minuteur sonnait, car mon père l'avait étalonnée il y a 30 ans. Et il ne s'était jamais trompé. Je m'appelle Piper Callahan. J'ai 33 ans. Je travaille comme gestionnaire de paie pour une entreprise de logistique. Ce qui signifie que je traite les dépôts directs et les retenues à la source, pour 200 employés. Et que je remarque quand les chiffres ne correspondent pas. Je suis aussi mère célibataire d'un garçon de 10 ans, nommé Rowan. Qui était assis à la table de la salle à manger de ma mère, les mains croisées sur ses genoux. Attendant le bénédicité. Le minuteur avait une bosse sur le côté gauche. Je l'ai faite quand j'avais 7 ans. Je l'avais fait tomber sur le sol de la cuisine et j'avais pleuré. Parce que je pensais l'avoir cassée. Mon père l'a ramassée, l'a retournée une fois, et a dit, maintenant, il a du caractère. Il n'a jamais réparé la bosse. Et je n'ai jamais cessé de transporter ce minuteur. Chaque Thanksgiving, je l'apportais chez ma mère. Et je le posais sur le comptoir, à côté de la cuisinière. Chaque Thanksgiving, il chronométrait la cuisson de la dinde. C'était le seul objet appartenant à mon père, qui fonctionnait encore exactement comme il l'avait laissé. Mon père, Ed Callahan, est mort il y a 5 ans. Insuffisance cardiaque. 61 ans. Il a laissé derrière lui une maison, une police d'assurance vie. Et 2 enfants adultes, qui n'avaient jamais été d'accord sur rien à cette table à manger. Mon frère Clint avait 37 ans. Superviseur d'entrepôt dans un centre de distribution la semaine. Entraîneur bénévole de la Ligue mineure le samedi. Le quartier l'appelait Coach Vinny. Il avait une femme nommée Tony, une fille nommée Bria qui avait 8 ans. Et une place permanente en bout de table chez ma mère. Ma mère, Lucille, y veillait. Elle y avait toujours veillé. Clint était le fils qui restait près d'elle. Le fil qui tondait la pelouse. Le fils qui était servi en premier à chaque fête. Moi, j'étais la fille qui avait déménagé à 20 km de là, dans un appartement de 2 chambres. Et qui traitait les chèques de paie des autres. Ma tante Greta, la sœur aînée de ma mère, se tenait près du vaisselier et versait de l'eau dans les verres. Elle avait été infirmière scolaire pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Greta n'était pas une femme bruyante. Elle remarquait les choses comme les infirmières remarquent les choses, discrètement, depuis le côté de la pièce où personne ne pense qu'on l'observe. Elle a pris le minuteur en laiton sur le comptoir, et a passé son pouce sur la bosse. Puis elle a regardé Rowan. Ton grand-père a fait de cette bosse un cadeau, a-t-elle dit. La plupart des gens l'auraient jeté. Rowan a souri. Il avait un sourire prudent. Le genre qui se dessine lentement, comme s'il s'assurait d'abord que c'est sans danger. Il était petit pour 10 ans. Calme. Il lisait des livres sur les dinosaures, et dessinait des oiseaux. Et il n'avait jamais élevé la voix lors d'un dîner de famille. Mon frère considérait cela comme un défaut. Clint est arrivé avec 40 minutes de retard. Il a franchi la porte d'entrée sans frapper. A jeté sa veste sur le canapé, et est entré dans la salle à manger comme si le repas l'avait attendu. Et c'était le cas. Ma mère n'avait laissé personne s'asseoir avant son arrivée. Elle l'avait bien fait comprendre à 15h15, quand Rowan avait demandé s'il pouvait commencer à manger les petits pains. On attend ton oncle, a-t-elle dit. C'est sa fête à lui aussi. Sa fête, ma dinde, mon minuteur, mes 6 heures de cuisine. Les dessins de mon fils scotchés sur les ronds de serviettes qu'il avait fabriqués à l'école. Mais, la fête de Clint. Il a embrassé ma mère sur la joue. Il a serré la main de Greta comme si c'était une cliente. Il est passé devant moi sans dire un mot. Puis il a regardé la table, et a vu Rowan. Depuis quand le gamin est là, a-t-il lancé à Lucille. Pas à moi, à ma mère. Comme si Rowan était un colis qu'elle avait accepté pour lui. Piper l'a amené à midi, a répondu Lucille. Il est dans la cuisine. Clint a grogné.
Il a regardé Rowan pendant un long moment. Puis il a regardé la chaise où Rowan était assis. Sa chaise. La chaise la plus proche de la fenêtre. Celle avec le dossier légèrement plus haut. Celle où mon père avait l'habitude de s'asseoir. Avant que Clint ne la revendique, le Thanksgiving suivant la mort d'Ed. Rowan était assis sur la chaise la plus proche de la fenêtre. La chaise où Clint s'asseyait toujours. Rowan ne savait pas que c'était la chaise de Clint, car personne ne le lui avait dit. Et parce que ce n'était, après tout, qu'une simple chaise. Clint s'est arrêté derrière Rowan. T'es à ma place, bonhomme. Rowan a levé les yeux. J'étais là en premier, oncle Clint. Il y a une autre chaise juste là. La table comptait 5 autres chaises vides. Ma mère avait mis 7 couverts. Tony, assise de l'autre côté de la table avec Bria sur les genoux, s'est figée. J'ai remarqué que sa main se resserrait sur l'épaule de Bria. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne te demande pas de me trouver une autre chaise, a dit Clint. Je te dis de dégager de la mienne. J'étais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le plat à rôtir toujours entre les mains. Clint, il y a 5 autres chaises. Laisse-le s'asseoir. Clint ne m'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur Rowan. Ta mère te laisse répondre effrontément à la maison. Il ne répond pas effrontément, ai-je rétorqué. Il est assis sur une chaise. Clint s'est tourné vers moi. Il a regardé le plat à rôtir dans mes mains, puis mon tablier. Puis mon visage. Et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose qui s'était accumulé tout l'après-midi, toute l'année. Peut-être toute sa vie. Ce gamin mange des céréales pour le dîner dans un appartement de 2 chambres. Parce que sa mère n'a pas su garder un mari. Et ne peut pas garder un vrai travail. Il s'assoit là où je lui dis de s'asseoir dans cette maison. Il n'est pas le petit projet d'Ed. Il n'est rien du tout. Et toi non plus, Piper. Greta a posé le pichet d'eau. Tony a fermé les yeux. Ma mère, debout au comptoir de la cuisine en train de couper du pain, n'a rien dit. J'ai ouvert la bouche. Je n'ai pas pu sortir un mot. Clint a attrapé Rowan par l'arrière de son col de chemise, et l'a arraché de la chaise. Les pieds de Rowan ont quitté le sol pendant une seconde entière. La porte du sous-sol se trouvait à 3 pas derrière la chaise. Elle était ouverte, parce que ma mère la laissait toujours ouverte pendant les fêtes. Pour laisser l'air frais monter de la cave. Clint a poussé Rowan vers l'embrasure de la porte. Rowan a heurté le cadre avec son épaule, a perdu l'équilibre sur la première marche, et est tombé. 12 marches en béton. Raides, étroites, inachevées. Le genre d'escalier que mon père avait toujours dit qu'il remplacerait, sans jamais en avoir eu l'occasion. J'ai entendu Rowan percuter la 4e marche avec son épaule. Puis la 7e avec sa hanche. Puis un son en bas qui n'était pas une marche. Puis plus rien. J'ai lâché le plat à rôtir. Il a heurté le sol, la poignée s'est cassée, et la dinde a glissé sur le côté. Je m'en fichais. J'étais à la porte du sous-sol en 2 enjambées. Et ma mère était devant moi. Lucille Callahan, un M62, 61 ans. Elle a posé ses 2 mains à plat sur mes épaules, et m'a repoussé de l'embrasure. Son visage était calme. Pas en colère. Pas paniqué. Calme. Le genre de calme qui vient de l'habitude. Il avait besoin d'apprendre à rester à sa place, a-t-elle dit. 9 mots. Ma mère a dit 9 mots. Alors que mon fils de 10 ans, gisait au bas de 12 marches en béton. Avec du sang coulant sur son front, et son poignet plié à un angle qui m'a retourné l'estomac, avant même de l'atteindre. Je l'ai bousculé. Je me souviens de mes mains sur la rampe. Du béton sous mes pieds. Et de Rowan en bas, assis contre le mur, son bras gauche bercé sur ses genoux. Ses yeux étaient ouverts. Il ne pleurait pas. Il regardait son poignet comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Une ligne de sang coulait de son sourcil gauche, jusqu'à son menton. Je me suis agenouillé à côté de lui. Ne le bouge pas. Ne bouge rien. Je suis là. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911 d'une main. Tandis que de l'autre, je pressais ma manche contre la coupure sur son front. Derrière moi, à l'étage, je pouvais entendre ma mère dire à Clint de s'asseoir. Ne lui disant pas d'aller voir comment allait Rowan. Ne lui disant pas d'appeler les secours.
lui disant de s'asseoir. Et la voix de Clint, irritée, pas coupable. Il aurait dû bouger quand je lui ai dit. Si vous avez déjà regardé votre enfant saigner. Dans un endroit où vous étiez censé être en sécurité. Vous savez qu'il y a un silence qui s'installe à l'intérieur de votre poitrine. Ce n'est pas du calme. Ce n'est pas de la paix. C'est le son de quelque chose qui se réarrange de façon permanente. Et une fois que c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Les ambulanciers sont arrivés en 11 minutes. 2 d'entre eux ont franchi la porte d'entrée, avec une civière et un sac médical. Ils étaient professionnels et rapides, et n'ont pas jeté un regard à Clint. Un adjoint du shérif est arrivé 4 minutes après eux. L'adjoint Harmon. Il a immédiatement fait sortir Clint de la pièce. L'a accompagné jusqu'au porche d'entrée, et lui a dit de s'asseoir sur les marches et de ne pas bouger. Puis il est revenu à l'intérieur. M'a demandé ce qui s'était passé, avant de demander à quiconque d'autre. Et a tout noté sans lever les yeux. Il a photographié l'escalier, le sang sur la dernière marche. Le col déchiré de la chemise de Rowan. Et la poignée cassée du plat à rôtir, là où je l'avais fait tomber. Il a demandé à Greta et Tony de faire des déclarations séparément. Rowan a été chargé sur la civière. Poignet fracturé à 2 endroits. Légère commotion cérébrale. Une coupure au-dessus du sourcil gauche, qui nécessiterait 4 points de suture. 32 kilos. Mon frère en pesait 100. J'allais monter dans l'ambulance, quand j'ai entendu la voix de l'adjoint depuis la salle à manger. La porte d'entrée était toujours ouverte. La maison était petite, et chaque mot portait. L'adjoint Harmon se tenait près de la table. Clint était assis sur la chaise, dont Rowan avait été arraché. L'adjoint avait la main posée sur son ceinturon, et il parlait d'un ton que je reconnaissais. C'était le même ton que dans toutes ces séries policières, que Rowan m'obligeait à regarder. Sauf que ce n'était pas une série, et que la personne à qui il s'adressait était mon frère. Monsieur Callahan, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Je suis intervenu à cette adresse, en septembre de l'année dernière. Même escalier. Fillette de 7 ans. Il a fait une pause. Votre fille. Votre mère m'a dit que c'était un accident. J'ai quand même rédigé le rapport. La pièce a changé d'atmosphère. La tête de Tony s'est tournée si vite, que ses cheveux ont volé. Greta, qui se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec un torchon à la main, l'a lentement abaissé. La main de ma mère s'est figée sur le comptoir, paume à plat, doigts écartés. Alors je dois vous poser la question directement, a poursuivi l'adjoint Harmon. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ce qui s'est passé ce soir? Je me tenais dans l'embrasure de la porte de l'ambulance, les gyrophares peignant les murs derrière moi. Et j'ai regardé le visage de ma mère. Elle ne regardait pas l'adjoint Harmon. Elle ne regardait pas Clint. Elle regardait Tony. Et sur son visage, il n'y avait ni culpabilité, ni peur, ni choc. C'était un avertissement. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Quoi qu'il se soit passé dans cette maison, ça n'était pas qu'une seule soirée. Ce n'était pas qu'une simple erreur. C'était une structure. Et cette structure avait un plan d'architecte, qu'on ne m'avait jamais montré. Si vous regardez ceci, et que vous savez ce que l'on ressent, en réalisant que sa famille a des pièces où l'on n'a jamais été autorisé à entrer. Abonnez-vous à Le Coin Reddit. Car cette histoire ne fait que commencer. J'ai fait le trajet dans l'ambulance avec Rowan. Il me tenait la main avec sa main droite, car son poignet gauche était dans une attelle temporaire. L'ambulancier en face de moi posait les questions standards, nom, âge, allergie. J'ai répondu à toutes, parce que la mâchoire de Rowan était crispée. Ses yeux étaient fixés sur le plafond. Et il faisait ce qu'il faisait toujours quand il avait mal, il était silencieux. Il était si silencieux, que l'ambulancier m'a regardé pour s'assurer qu'il était conscient. Il est réveillé, ai-je dit. Il est comme son grand-père. Il s'immobilise quand il a mal. À l'hôpital, ils ont réduit la fracture aux 2 endroits, et plâtré le poignet de la paume jusqu'au coude. Ils ont suturé la coupure de 4 cm au-dessus de son sourcil gauche avec 4 points. Et ont suivi un protocole pour commotion cérébrale, qui a duré 90 minutes. Une infirmière m'a demandé 2 fois, si je voulais appeler quelqu'un. Je n'avais personne à appeler. Mon ex-mari était dans un autre état. Ma mère était la raison pour laquelle mon fils était dans ce lit.
Mon père était mort. Greta était restée à la maison avec Tony, et je ne comprenais pas encore l'importance de cela. La facture des urgences s'est élevée à 1200 €. Je l'ai payée avec une carte de crédit que je gardais pour le voyage scolaire de printemps de Rowan. Parce qu'il n'y avait personne d'autre avec qui partager les frais. L'employé de la facturation m'a tendu le reçu et a dit « Joyeux Thanksgiving ». Elle ne l'a pas dit méchamment. Elle était fatiguée. Tout le monde dans cet hôpital était fatigué. Après qu'ils eurent terminé, je me suis assise sur la chaise à côté de son lit. Il dormait. La lumière fluorescente donnait à son visage un aspect plat et pâle. Trop petit pour l'oreiller. Son plâtre était blanc et épais. Il recouvrait sa main presque jusqu'au doigt. Il avait 10 ans, et il avait été jeté dans un escalier par un homme qui faisait 3 fois son poids. Parce qu'il était assis sur une chaise. Je suis resté là, et j'ai fait une liste. Pas sur papier, dans ma tête. De la même façon que je fais des listes au travail, quand une anomalie de paix apparaît, et que je dois la tracer avant le cycle suivant. Les choses que je savais, Clint a poussé mon fils dans un escalier. Ma mère m'a empêché de le rejoindre. L'adjoint Harmon s'était déjà rendu dans cette maison, pour le même escalier, et un enfant différent. Ma mère avait parlé d'un accident à l'époque. Ce soir, elle avait appelé ça la discipline. Et les choses que je ne savais pas encore. Mais que j'allais bientôt découvrir. Tony m'a appelé le lendemain matin à 9h40. Un vendredi. Sa voix était plate et prudente. La voix de quelqu'un qui a répété une phrase 40 fois, et qui a peur de s'arrêter au milieu. Piper, j'ai besoin de te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu me laisses terminer, avant de répondre. D'accord. Bria n'est pas tombée en septembre dernier. Clint l'a poussée. Elle lui a pris son téléphone pendant un match de football, et il l'a poussée contre la porte du sous-sol. Elle a dévalé 6 marches. Avant de se rattraper à la rampe. Son épaule a été meurtrie pendant 3 semaines. Je l'ai emmenée aux urgences, et je leur ai dit qu'elle était tombée de trottinette. Elle a fait une pause. Parce que ta mère m'a dit que, si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit, elle s'assurerait que Clint obtienne la garde exclusive lors du divorce. Elle a dit qu'elle connaissait un avocat qui lui devait une faveur. Elle a dit que je perdrais Bria, et je l'ai cru. Quelqu'un d'autre le savait. Le centre de soins d'urgence a appelé le numéro de secours, que j'avais indiqué sur le formulaire d'admission. Lucille était le contact d'urgence de Bria. Elle a répondu, a dit au médecin que je n'étais pas disponible, et lui a demandé de lui laisser le message. Ensuite, elle a supprimé le message vocal de mon téléphone, avant que je ne l'entende. Tony, tu as le reçu des soins d'urgence. Oui. 19 septembre. Contusion de l'épaule gauche. Fille de 7 ans. Je l'ai gardé dans ma boîte à gants. J'ai tout gardé. Envoie-moi des copies. Absolument tout. J'aurais dû te le dire, a-t-elle pleuré maintenant? Sans bruit. Le genre de pleurs où l'on éloigne le téléphone de son visage, et où l'on respire par la bouche. Tu me le dis maintenant, ai-je répondu. Ça compte. J'ai raccroché, et je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard. Mon téléphone sur les genoux, j'ai regardé le minuteur en laiton sur le comptoir au-dessus de moi. Il ne faisait pas tic-tac. Je ne l'avais pas remonté depuis le matin de Thanksgiving. Il était posé là. Silencieux, bosselé, et défectueux. Et j'ai pensé aux mains de mon père le remontant chaque mois de novembre. Et j'ai pensé à ce qu'il dirait, s'il pouvait voir ce que sa famille était devenue. J'ai failli appeler ma mère ce soir-là. Son numéro était affiché sur mon écran, mon pouce planait au-dessus du bouton vert. Puis, j'ai regardé le minuteur. Silencieux. Déroulé. Comme s'il attendait que quelqu'un lui donne une raison de repartir. J'ai reposé le téléphone. Le samedi matin, 2 jours après Thanksgiving. Tante Greta a frappé à la porte de mon appartement à 8h15. Elle portait une boîte en carton, scellée avec du ruban adhésif d'emballage jauni sur les bords. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a posé la boîte sur ma table de cuisine. S'est assise en face de moi, et a croisé les mains. Ton père m'a donné cette boîte 3 mois avant de mourir, a-t-elle commencé. Il l'a apportée chez moi un mardi matin, alors que ta mère était chez le coiffeur.
Il a dit, si Lucille essaie un jour d'effacer Piper, donne-lui ça. Elle a fait une pause. J'aurais dû te la donner le jour de sa mort. Je n'ai pas été assez courageuse. Je me suis dit que ça ne me regardait pas. Puis, j'ai regardé ta mère faire barrage dans cette cage d'escalier avec son corps. Et j'ai compris que, ne pas te donner cette boîte, revenait à me tenir derrière elle. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Il est mort il y a 5 ans. Pourquoi as-tu attendu? Parce que je me disais que c'était entre Lucille et ses enfants. Que ce n'était pas mon combat. J'avais tort, Piper. J'ai regardé ta mère se tenir devant cette cage d'escalier, avec ton fils en sang en bas. Et j'ai compris que chaque année où je suis restée silencieuse était une année où je l'ai aidée. Elle a décollé le ruban adhésif. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première, c'était la police d'assurance vie d'Ed Callahan. Le document original, pas une copie. La valeur nominale imprimée sur la première page en caractères gras, 320 000 €. Le bénéficiaire était le Ed Callahan Family Trust, qui nommait les 2 enfants comme bénéficiaires à parts égales. Pas Lucille personnellement. Nous 2. À parts égales. Ma mère m'avait dit que la police s'élevait à 50 000 €. Elle m'avait dit que les funérailles avaient coûté 22 000 €. Que les factures médicales restantes avaient pris le reste, et qu'il n'y avait plus rien. Je l'avais cru, parce que c'était ma mère. Et parce que j'avais 28 ans et que j'étais en deuil. Et parce qu'il ne m'est pas venu à l'esprit, que la femme qui m'avait élevé, me volerait pendant que j'enterrais mon père. Le deuxième élément était l'acte de transfert de propriété au décès enregistré pour la maison de ma mère. La maison que mon père avait construite avec un ami entrepreneur en l'espace de 2 étés. Si Ed mourait le premier, sa part de propriété passait à parts égales à ses 2 enfants. Piper Callahan, Clint Callahan. Les 2 noms. À l'encre noire. Le troisième était une enveloppe cachetée. L'écriture de mon père sur le devant, pour Piper, si elle en a besoin. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule page, datée de 3 mois avant la mort de mon père. Elle était courte. Piper. Si tu lis ceci, ta mère a fait quelque chose avec l'argent, ou la maison, ou les 2. Je n'ai pas pu l'empêcher de le planifier. Je ne pouvais que m'assurer que tu aies les preuves. La police d'assurance est réelle. L'acte de propriété est réel. Ne laisse personne te dire le contraire. Je t'aime. Prends soin du minuteur. Je l'ai lu 2 fois. Puis, je l'ai posé sur la table. J'ai regardé Greta, et j'ai dit, combien m'a-t-elle dit que valait la police? Je ne connais pas le montant. Elle a dit 50 000 €. Elle m'a dit 50 000 €, et que tout avait été utilisé. Greta a fermé les yeux, et a expiré par le nez, comme si elle avait retenu ce souffle pendant 5 ans. Je suis gestionnaire de paie. Je traite 200 dépôts directs toutes les 2 semaines. Je réconcilie les retenues d'impôts tous les trimestres. Je repère les employés mal classifiés, avant même l'IRS. Je sais à quoi ressemble un calendrier de paiement. Comme un menuisier sait à quoi ressemble un joint. La boîte de Greta m'a donné la police d'assurance, l'acte de propriété, et la lettre d'aide. Mais la piste financière est venue plus tard. Adler a déposé une demande de communication de pièces dès la première semaine. Et les relevés bancaires sont arrivés 10 jours plus tard. Quand je les ai ouverts à la table de ma cuisine. Je n'ai pas eu besoin de plus de 11 minutes. Le schéma était un cas d'école. Le même montant, à la même date, chaque mois. 2 400 € déposés sur un compte se terminant par 4 471. Pendant 4 ans. 48 mois. 115 200 €. Ma mère avait versé un salaire à mon frère, à partir de l'assurance vie de mon père décédé. Pas de manière aléatoire. Pas en cas d'urgence. Selon un calendrier. Comme si le silence était un travail. Et que 2 400 € par mois était le tarif en vigueur. Je me suis assise à ma table de cuisine, avec les relevés étalés devant moi. Et j'ai fait le calcul, de la même manière que je le fais au travail. Police totale, 320 000 €. Frais funéraires et médicaux, environ 35 000 €, d'après ce que j'ai pu vérifier. Reste, 285 000 €. Versé à Clint sur 4 ans, 115 200 €. Solde restant, 169 800 €.
Je n'avais pas accès au compte courant. Mais les paiements ne s'étaient pas arrêtés, selon le relevé le plus récent, qui datait de 8 mois. Les 50 000 € que ma mère m'avait présentés comme la totalité de la police, représentaient moins de la moitié de ce qu'elle avait versé à mon frère. Je suis resté avec ce chiffre en tête pendant un long moment. 2 400 € par mois. C'était le coût exact du programme parascolaire que j'avais envisagé pour Rowan, quand il était entré en CM1. Un centre structuré d'aide aux devoirs et d'activités, 3 jours par semaine. 47 € par semaine. Je n'avais pas les moyens de le payer. J'avais dit à Rowan que nous trouverions une solution l'année prochaine. Nous n'avons pas trouvé de solution l'année d'après. Ma mère envoyait 2 400 € par mois à mon frère, pendant que je disais à mon fils que je ne pouvais pas me permettre 47 € par semaine. J'ai failli me rendre en voiture à cette maison à minuit. J'avais mes clés à la main et mes chaussures aux pieds. Puis, je suis passé devant la chambre de Rowan. Et j'ai vu le plâtre sur son bras par l'entrebâillement de la porte. Blanc sur la taie d'oreiller bleu foncé. Ses doigts recroquevillés sur le bord du plâtre pendant son sommeil. J'ai remis les clés sur le crochet. Je n'agirai pas sous le coup de la colère. J'agirai avec des preuves. Le lundi matin, j'ai déposé Rowan à l'école. J'ai conduit jusqu'au travail. J'ai traité la paie hebdomadaire pour 200 employés avant 10 heures. Puis, je me suis assise dans mon bureau, la porte fermée. Et j'ai sorti ma propre déclaration de revenus de 2022, du classeur que je gardais dans le tiroir du bas. La déclaration avait été rejetée par l'IRS 3 mois plus tôt. En raison d'une demande de personnes à charge en double. À l'époque, j'avais supposé qu'il s'agissait d'une erreur système. J'ai appelé l'IRS, j'ai déposé une contestation, et j'ai remis la lettre dans le tiroir. C'est le genre de choses qui arrivent, quand des numéros de sécurité sociale sont intervertis. Je le gérais au travail 3 ou 4 fois par an. Maintenant, je la lisais de la même manière que je lis une anomalie de paie. Non pas pour ce que la lettre disait, mais pour ce qu'elle signifiait. Rowan avait été déclaré comme personne à charge par un autre déclarant. Pas un déclarant aléatoire. Quelqu'un qui avait le numéro de sécurité sociale complet de Rowan. J'ai demandé un relevé de compte. La réclamation en double remontait à 4 années consécutives. Le crédit d'impôt pour enfants à lui seul, s'élevait à 2 000 € par an. Les ajustements du crédit d'impôt sur le revenu gagné ajoutaient environ 450 à 600 € par an. Total des crédits frauduleux sur 4 ans, environ 8 200 €. Avec les pénalités et les intérêts, l'exposition estimée à l'IRS serait plus proche de 14 600 €. Clint avait déclaré mon fils sur ses impôts pendant 4 ans. Il ne tenait pas le numéro de sécurité sociale de Rowan de ma part. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait. Ma mère. Elle m'avait aidé à remplir les papiers pour la garde d'enfants après mon divorce, lorsqu'elle gardait Rowan 2 après-midi par semaine. Elle avait le numéro de sa carte de sécurité sociale dans son classeur pendant tout ce temps. Le jeudi, j'ai extrait les registres de propriété, du site web du greffeur du comté. J'ai tapé l'adresse. La maison de ma mère. La maison que mon père a construite. L'acte de propriété actuel, était un acte de renonciation déposé 6 mois après la mort de mon père. Il transférait la pleine propriété à Lucille Callahan, et Clint Callahan. Mon nom avait été retiré. Aucune notification, aucune signature, aucun consentement. La ligne de signature qui était censée être la mienne, portait une signature qui n'était pas la mienne. Le cachet du notaire provenait d'un comté où je n'avais pas mis les pieds depuis 6 ans. La maison de mon père, évaluée à 285 000 €. Et mon nom en avait été effacé, de la manière dont on efface une ligne d'une feuille de calcul. Discrètement. Définitivement. Comme si je n'y avais jamais figuré. J'ai failli tout laisser tomber. Non pas parce que je leur avais pardonné. Parce que j'étais fatigué, d'une manière que le sommeil ne peut pas réparer. 5 ans de fatigue. Et puis j'ai ouvert le tiroir de la cuisine, et j'ai sorti la lettre de mon père. J'ai regardé la date. 3 mois avant sa mort. Il avait su. Il s'était préparé. Il m'avait fait confiance, pour que je fasse quelque chose avec les preuves le moment venu. Je n'allais pas gaspiller son dernier acte de paternité, en étant trop fatigué pour l'utiliser. Le vendredi, j'ai appelé un avocat nommé Adler. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. C'est à cela qu'on reconnaît un avocat,
qui construit déjà l'affaire dans sa tête. À la fin de l'appel, nous avions prévu 4 dépôts de plainte. Une déclaration de police supplémentaire, et un signalement au service de protection de l'enfance, pour la blessure antérieure de Bria. Étayé par les documents de Tony, et le rapport initial de l'adjoint Harmon. Un signalement de fraude à l'IRS, pour les déclarations de personnes à charge en double. Une action civile pour restitution de la succession. Qui inclurait l'interférence physique de Lucille dans la cage d'escalier, comme preuve qu'elle a permis l'agression, et retardé les secours à un mineur blessé. Et le signalement pour agression criminelle, que l'adjoint Harmon avait déjà initié. Si vous regardez toujours ceci, et que vous pensez que ma famille avait fini de me surprendre. Abonnez-vous à Le Coin Reddit. Parce que la confrontation, est ce pourquoi j'ai préparé chaque document. Le samedi 13 décembre, 2 semaines après Thanksgiving. Je me suis rendu seul à la maison de ma mère. La lumière du porche était allumée même en plein jour, comme toujours. Le crochet sur le mur de la cuisine, où le minuteur en laiton avait l'habitude d'être accroché, était vide. Je ne l'avais pas apporté. Lucille a ouvert la porte, et j'ai pu voir sur son visage qu'elle s'attendait à un rameau d'olivier. Ou à une négociation. Ou à la version de Piper qui se présentait chaque année avec le minuteur, la dinde, et la volonté de combler chaque silence par le pardon. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai placé la police d'assurance vie originale sur la table entre nous, valeur nominale vers le haut. 320 000 € en caractère gras. Elle l'a regardé. Elle ne l'a pas ramassé. Sa main droite a glissé vers le bord de la table, et l'a agrippé. La couleur de ses joues s'est retirée comme la marée descendante. Où sont les 270 000 € dont tu m'as dit qu'ils n'existaient pas? Piper, tu dois comprendre. La maison avait besoin de travaux. Le toit à lui seul a coûté 14 000 €. Clint traversait une période difficile avec l'entrepôt, et il avait besoin d'aide pour se remettre sur pied. Et moi? J'essayais de maintenir cette famille unie après la mort de ton père. Tu avais ton travail. Tu t'en sortais. Clint, non. Je m'en sortais, ai-je rétorqué. Parce que personne ne m'a rien offert d'autre. Tu m'as dit que la police s'élevait à 50 000 €, et qu'elle avait été entièrement dépensée. Tu m'as dit qu'il ne restait rien. Ensuite, tu as versé à Clint 2 400 € par mois pendant 4 ans. 48 paiements. 115 200 €. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai lu les relevés bancaires, maman. Chaque dépôt. Même montant, même date, même compte. Je gère la paie de 200 personnes. Tu crois que je ne sais pas lire un calendrier de décaissement? Elle a ouvert la bouche. Je l'ai regardé essayer de trouver une phrase qui marcherait, et échoué. Je ne suis pas là pour écouter, ai-je dit. Je suis là pour te dire ce qui va se passer lundi. Adler dépose les dossiers lundi. Tous. Je me suis levé. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis sorti, et j'ai laissé la porte ouverte derrière moi. Parce que je voulais qu'elle sente l'air de décembre entrer. Et je voulais qu'elle reste assise à cette table, avec la police devant elle et le froid sur sa nuque. Et qu'elle comprenne que la conversation, qu'elle évitait depuis 5 ans, venait de commencer. Et que c'était moi qui menais la danse maintenant. Elle a appelé Clint ce soir-là. Je savais qu'elle le ferait. C'était le but. Dimanche 14 décembre. Je suis arrivé chez ma mère à 10 heures. Cette fois, Greta était à mes côtés. Et derrière Greta, gravissant les marches du porche avec un dossier dans les mains et la mâchoire serrée, se trouvait Tony. Clint était déjà à l'intérieur. Lucille l'avait appelé la veille au soir, paniqué, pleurant. Le suppliant de venir arranger les choses. Il était assis à la table de la salle à manger. Sur la même chaise. Celle d'où Rowan avait été arrachée. Il m'a regardé, puis a regardé Greta, puis Tony. Et son expression est passée de l'irritation, à quelque chose de plus froid. Qu'est-ce que c'est que ça, Piper? Une intervention? Tu as amené ma tante et ma femme, pour me tendre une embuscade dans la maison de ma mère? Je n'ai pas répondu à sa question. Tu as poussé mon fils de 12 marches en béton, et tu as appelé ça de la discipline, ai-je lancé. C'est une agression criminelle sur mineur, et le signalement est déjà entre les mains du procureur.
Tu as déclaré mon fils sur tes déclarations d'impôts pendant 4 ans. À mon insu, et sans mon consentement. C'est de l'usurpation d'identité et de la fraude fiscale. Je me suis tourné vers ma mère. Maman. Tu as pris 270 000 € sur la police d'assurance vie de papa. Et tu m'as dit que le total était de 50 000 €. C'est du vol. Tu as retiré mon nom d'un acte de propriété, où papa nous avait mis tous les deux. 6 mois après sa mort. C'est de la falsification. Tu as payé Clint 2400 € par mois pendant 4 ans, pour qu'il garde le silence sur tout ça. C'est de la complicité. Je me suis de nouveau adressé à Clint. Et il y a 14 mois. Tu as poussé ta propre fille dans ces mêmes escaliers. Maman a dit à l'adjoint Harmon que c'était un accident. Tony est là pour vous raconter ce qui s'est réellement passé. Tony s'est avancé. Ses mains tremblaient, mais sa voix, non. Elle a ouvert son dossier et a lu le reçu des soins d'urgence. 19 septembre. Contusion de l'épaule gauche. Fille de 7 ans. Le motif de l'ecchymose a été signalé par le médecin traitant, comme incompatible avec une chute de trottinette. Un appel de suivi a été passé, au numéro de contact d'urgence indiqué sur le formulaire d'admission. Elle a regardé Lucille. C'était vous. Vous avez dit au médecin que je n'étais pas disponible. Vous lui avez demandé de vous laisser le message. Ensuite, vous avez supprimé son message vocal de mon téléphone, avant même que je l'entende. Lucille a pressé ses 2 paumes à plat sur la table. Tony, tu fais une erreur. L'erreur, a rétorqué Tony, ça a été de vous laisser utiliser ma fille, pour me faire du chantage pendant 14 mois. Clint s'est levé. C'est des conneries. Chaque mot. Tony, assieds-toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Assieds-toi, Clint, a ordonné Greta. Elle n'a pas élevé la voix. 30 ans passés à maintenir l'ordre dans le bureau d'une infirmière scolaire, lui avait donné une voix qui n'avait pas besoin de volume. Clint l'a regardé, et je l'ai vu calculer combien de personnes dans la pièce étaient de son côté. Le nombre était 0. Vous allez tous regretter ça, a-t-il fulminé. Mais il s'est assis. Rowan mange des céréales dans un appartement de 2 chambres, parce que je dépense mon salaire pour lui, ai-je dit. Pas pour tirer d'affaire un homme adulte, qui pousse des enfants dans les escaliers. Mon travail qui ne sert à rien. C'est celui qui a découvert ta fraude fiscale, en 11 minutes. Et le mari que je n'ai pas pu garder. Il paie la pension alimentaire le 1er de chaque mois. Toi. Tu n'es même pas capable d'envoyer la vérité à ta propre fille. La mâchoire de Clint s'est crispée. Le muscle de sa joue droite palpitait, comme quelque chose coincé sous la peau. Ses mains sont tombées le long de son corps. Puis sa main droite est passée derrière lui, et a agrippé le dossier de la chaise de salle à manger. Ses jointures sont devenues blanches. La chaise a raclé sur 3 pouces, 7,5 cm, sur le linoléum. Sa respiration a changé. Superficielle. Par la bouche. Audible de l'autre bout de la pièce. Tu bluffes, a-t-il dit. Tu n'as rien. Tu es une employée de paix. L'IRS a les déclarations corrigées, ai-je rétorqué. Les services de protection de l'enfance ont la déclaration de Tony, et le rapport d'incident original de l'adjoint Harmon. Mon avocat a l'acte de propriété, la police d'assurance, et 4 ans de relevé bancaire. Veux-tu me redire ce que je n'ai pas? Son visage s'est vidé de son sang. Pas tout d'un coup. Du front vers le bas, comme un store qu'on baisserait derrière sa peau. Il s'est assis, sans avoir choisi de le faire. Ses genoux ont plié, et il est tombé sur la chaise. Ses paumes se sont posées à plat sur la table. Elles étaient moites. On pouvait voir les marques sur le bois. Tu ne peux rien prouver de tout ça au tribunal, a-t-il lancé. Sa voix montait dans les aigus. Tony ment. Elle est en colère à cause du divorce. Elle dira n'importe quoi. Tony a brandi le reçu des soins d'urgence. 19 septembre. Le nom de ta fille. L'écriture du médecin. Ce n'est pas une histoire, Clint. C'est un dossier médical. Clint a regardé Lucille. Maman. Dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. La bouche de Lucille a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Elle fixait les relevés bancaires sur la table. Comme s'ils étaient des photographies d'une scène de crime.
Et quelle était la personne qui apparaissait sur chaque photo? Clint s'est retourné vers moi. Sa voix a baissé. Plus calme maintenant. La voix de la négociation. Je peux réparer ça, a-t-il supplié. Piper, écoute. Laisse-moi réparer ça. Il a fouillé dans sa veste. Il a sorti un chèque plié. Le pli au milieu était net. Il l'avait rédigé avant d'arriver. Il l'a fait glisser sur la table. 20 000 euros. Son écriture, sa signature. Prends-le, a-t-il dit. On est quitte. 20 000 euros. Contre 115 200 euros de décaissement volé. Contre 285 000 euros de fraude immobilière. Contre 14 600 euros de pénalité de l'IRS. Contre 1 200 euros de facture d'urgence que j'ai payé seul. Contre 4 points de suture, et un poignet fracturé, chez un garçon de 10 ans qui pesait 32 kilos. Maman. Dis-lui d'arrêter, a crié Clint. Sa voix était montée d'un demi-octave. Dis-lui de prendre le chèque. Dis-lui que c'est une affaire de famille, et qu'on peut régler ça comme on l'a toujours fait. La façon dont vous l'avez toujours fait, a asséné Greta. C'est ça le problème. Lucille n'a pas parlé. Elle fixait la police d'assurance vie, toujours sur la table depuis la veille. Et les relevés bancaires que Greta avait étalés à côté. Et l'impression des registres du comté, montrant l'acte de renonciation avec sa signature. Elle regardait l'architecture de 5 ans de vol, exposée devant elle. Et il n'y avait rien qu'elle puisse dire, pour faire passer ça pour autre chose que ce que c'était. J'ai glissé la main dans la poche de mon manteau, et j'ai sorti le minuteur en laiton. Je l'ai posé sur la table. Je l'ai remonté lentement. Le tic-tac a rempli la pièce. De la même façon qu'un battement de cœur, remplit un couloir silencieux. Je l'ai posé devant Clint, à côté de son chèque. Le minuteur de papa a fonctionné pendant 30 ans avant que tu ne le casses. L'IRS fonctionne plus longtemps. Clint a regardé le minuteur. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. C'est la dernière fête? La dernière faveur. La dernière fois que j'apporte le minuteur de papa dans cette maison. Mes déclarations corrigées sont prêtes à être déposées. Le signalement pour fraude à l'IRS par lundi. Les services de protection de l'enfance ont la déclaration de Tony. Ne m'appelez pas. N'envoyez personne à mon appartement. C'est terminé. J'ai repris le minuteur. Je l'ai remis dans ma poche. J'ai laissé le chèque sur la table. Je suis sorti de la maison de ma mère, pour la dernière fois. Greta m'a suivi. Tony a suivi Greta. Nous nous sommes tenus toutes les trois sur le porche un instant, sans parler. L'air de décembre était vif. Le ciel était d'un gris terne. Et la lumière du porche était toujours allumée, en plein milieu de la journée. Quelque part à l'intérieur. Clint était assis à une table, avec un chèque de 20 000 euros auquel personne n'avait touché. Et des empreintes de paumes moites, séchant sur le bois. Le samedi suivant, le 20 décembre. Clint s'est rendu au centre de loisirs, pour l'entraînement de la petite ligue. Il s'est garé à sa place habituelle, près du hangar à matériel. Il a marché vers le terrain. Son sac d'entraîneur sur l'épaule. Et un seau de balle de baseball dans la main gauche. Le président du comité l'attendait au portail en grillage. Il s'appelait Greer. Il connaissait Clint depuis 4 saisons. Il ne lui a pas tendu la main. On a besoin de ton sac de matériel, Clint. Le comité s'est réuni jeudi soir. Jeudi? Personne ne m'a prévenu pour une réunion. C'était une session d'urgence. Nous avons reçu une notification, concernant l'enquête de police impliquant des blessures sur un mineur. 2 parents, dans les gradins, se sont levés. L'un d'eux, un père nommé Darnell, dont Clint avait entraîné le fils pendant 3 ans. A marché sur la piste d'avertissement, et a posé sa main sur l'épaule de son fils. Range tes affaires, André. On s'en va. Il a regardé Clint à travers 30 pieds, 9 mètres, de terre de champ intérieur. On a fini avec vous, coach. Une mère près de l'abri des joueurs, a retiré sa fille du banc sans un mot. Elle a ramassé le gant et la bouteille d'eau de la fille. Et s'est dirigée vers le parking sans se retourner. Clint a regardé le tableau d'affichage des équipes, sur la clôture grillagée. Son nom avait été recouvert par une bande de rubans de masquage.
quelqu'un avait écrit un autre nom en dessous au marqueur noir. Le ruban était de travers. Personne n'avait pris la peine de faire ça proprement. Brian n'était pas là. Tony l'avait gardé à la maison. Greer a tendu la main pour prendre le sac. Les parents ont voté à l'unanimité, Clint. Chacun d'entre eux. Clint a posé le sac sur le sol. Il a posé le seau à côté. Il est retourné à son pick-up, et s'est assis sur le siège du conducteur pendant 14 minutes. Les lumières du terrain étaient déjà éteintes. Le parking s'est vidé autour de lui, voiture après voiture. 3 semaines plus tard, début janvier. L'avis d'audit de l'IRS est arrivé chez ma mère, par courrier recommandé. Le facteur a sonné à la porte, et a attendu une signature. Ma mère a signé à la porte dans sa robe de chambre. Celle qu'elle portait quand elle n'attendait personne. 3 pages. Les déclarations de Clint ont été signalées pour 4 années fiscales consécutives. Déclaration frauduleuse de personnes à charge, sur un enfant mineur. Pénalité, arriérés d'impôts, et intérêts, 14 600 €. La lettre indiquait un délai de réponse, 30 jours. Elle contenait l'expression « signalement potentiel pour enquête criminelle » dans le 2e paragraphe. Greta m'a raconté que Lucille a appelé Clint 11 minutes après l'avoir ouverte. Elle m'a dit que Clint n'avait pas répondu aux 3 premiers appels. Au 4e appel, il a décroché et a dit « c'est grave à quel point ». Et Lucille lui a lu le chiffre, et le mot « criminel ». Et aucun des deux n'a parlé pendant 8 secondes. Une lettre distincte du bureau d'Adler est arrivée 2 jours plus tard. Action civile intentée. Restitution de succession. 115 200 € en versement d'assurance non divulgué. Fraude immobilière. Requête en annulation de l'acte de renonciation, sur une maison de 285 000 €. Demande de reddition de compte complète sur la succession d'Ed Callahan, dans les 60 jours. Le dossier comptait 41 pages. Greta m'a dit que Lucille l'avait appelé en pleurant à la moitié de la page 9, lui demandant ce que signifiait la moitié des mots. Greta n'a pas répondu à l'appel. Elle a écouté le message vocal plus tard. La table de cuisine de ma mère. La même table où elle avait servi Thanksgiving pendant 30 ans. Accueillait maintenant 3 piles de documents légaux, auxquels elle ne pouvait pas répondre, et contre lesquels elle ne pouvait pas se permettre de lutter. L'argent dont elle aurait eu besoin pour payer un avocat, était l'argent qu'elle envoyait à Clint depuis 4 ans. Le compte se vidait. Les paiements avaient cessé, car la procédure avait commencé. Et sans ces paiements, Clint n'avait pas de marge de manœuvre non plus. Lucille a appelé Greta une fois. Greta n'a pas répondu. Lucille a laissé un message vocal qui disait « Tu as choisi de prendre son parti, au lieu de celui de ta propre sœur. » Greta m'en a parlé plus tard. Elle a dit « J'ai répondu à son répondeur. » Ed avait choisi de prendre le parti de Piper aussi. Ça aurait dû t'indiquer quelque chose. À la mi-janvier. Tony a raconté à Greta ce qui s'était passé ensuite, et Greta me l'a rapporté. Clint a appelé le centre de loisirs, du comté voisin. Il a posé des questions, sur les postes d'entraîneur bénévole pour la saison de printemps. La femme au téléphone était sympathique. Elle lui a demandé son nom. Elle lui a demandé de patienter. Il a attendu 3 minutes. Quand elle a repris la ligne, sa voix était différente. « Je suis désolé, monsieur Callahan. Nous avons pourvu tous les postes de bénévoles pour cette saison. » Il savait qu'elle avait cherché son nom. Il savait ce qu'elle avait trouvé. Il s'est assis dans son pick-up sur ce parking, moteur éteint et terrain plongé dans l'obscurité. L'horloge du tableau de bord indiquait 16h47. Il a commencé à composer mon numéro. A tapé 4 chiffres. Les a effacés. A posé le téléphone face vers le bas sur le siège passager. N'a pas démarré le moteur pendant 9 minutes. On a enlevé le plâtre de Rowan, la première semaine de janvier. Il a fléchi ses doigts dans le cabinet du médecin. Et a tourné son poignet dans tous les sens, comme s'il testait s'il lui appartenait toujours. Sur le chemin du retour, il m'a demandé « Maman, est-ce qu'on va chez grand-mère pour Pâques ?»« Non, bonhomme. On va faire notre propre truc cette année. » Il a hoché la tête. Il n'a pas demandé pourquoi. Les enfants de 10 ans comprennent plus de choses qu'on ne le croit. Ils attendent de voir si on va leur dire la vérité, ou si on va leur demander de faire semblant. J'en avais fini de faire semblant.
La salle à manger de ma mère, la dernière fois que Greta est passée devant la maison, n'avait que 2 chaises tirées devant une table mise pour 7 personnes. 5 couverts avaient été enlevés. Le crochet sur le mur de la cuisine, où le minuteur en laiton avait été suspendu pendant 30 ans, était nu. Un mince rectangle de peinture plus claire marquait l'endroit où il se trouvait autrefois. Des enveloppes à en-tête juridique étaient empilées sur le comptoir, près de la boîte à pain. L'une d'entre elles toujours scellée. La maison était silencieuse, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la saison. C'était le silence d'un endroit, où les personnes à l'intérieur, n'avaient plus rien qu'elles étaient prêtes à se dire. Mon appartement est petit. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine avec une fenêtre orientée à l'est. Les dessins de Rowan sont collés sur le frigo. Il y en a 7 maintenant. Le plus récent est un oiseau. Un rouge-gorge, dessiné soigneusement au crayon de couleur. Il l'a fait pour tante Greta. Parce qu'elle lui a dit un jour, que son grand-père avait l'habitude de siffler comme un rouge-gorge pendant qu'il travaillait dans le garage. Le minuteur en laiton est posé sur le comptoir. J'ai installé moi-même un petit crochet en laiton pour l'y accrocher, avec une perceuse et un niveau. Sur le mur, à côté de l'étagère à épices. Il est suspendu là, de la même façon qu'il était suspendu dans la cuisine de mon père. Même bosse, même poids. Même son quand il fait tic-tac. C'est un samedi matin, fin janvier. Du givre sur la fenêtre, un café à la main. Rowan est à la table en train de dessiner avec sa main droite. Son poignet gauche est guéri. Et il a commencé à s'en resservir lentement. De la façon dont on utilise une chose, à laquelle on réapprend à faire confiance. Le minuteur fait tic-tac sur le comptoir derrière moi. Il sonne. Rowan lève les yeux. La dinde est prête? Non, je réponds. Je vérifiais juste qu'il fonctionne encore. Je le remonte. Le remet sur son crochet. Il fait tic-tac. Rowan se remet à son dessin. Le rouge-gorge a maintenant une 2e aile. Il dessine chaque plume séparément. Une par une. De la façon dont mon père construisait les choses. Lentement. Correctement. Comme s'il avait l'intention qu'elle dure. Personne ne vient à cet appartement aujourd'hui. Personne n'en a besoin. Le minuteur fait tic-tac, le café fume, et le givre sur la fenêtre attrape la lumière du matin. Et pour la première fois en 5 ans, les seules personnes à ma table sont celles qui sont censées y être. Si cette histoire vous a rappelé que votre silence n'équivaut pas à la paix. Et que les gens qui vous disent de rester à votre place, se tiennent généralement sur quelque chose qu'ils ont volé. Abonnez-vous à Le Coin Reddit. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.